Merci, madame. Et j'essaierai de se limiter dans ce temps, mais je ne suis pas sûr, à vrai dire. Et je dois prévenir que mon exposé sera plutôt sur les sentiments et émotions, mais pas sur les événements. Alors, au début de 1948, paraît à Indianapolis un livre d'Arthur Bliss Lane intitulé I Saw Poland Betrayed. Son auteur, ancien ambassadeur des États-Unis en Pologne, 45-47, il décrit sa mission à Varsovie. Après, quand il a pris la décision de quitter ce poste pour protester contre les élections parlementaires organisées dans une ambiance de terreur et dont les résultats ont été en plus falsifiés. Cette décision fit également une protestation contre la non-puissance de l'Ouest dans cette situation. Après avoir quitté la diplomatie jusqu'à sa mort en 1956, Arthur Bliss Lane combattait le communisme en tant que co-créateur de la Comité de l'Europe libre. Il était, on peut dire, un des premiers Cold War Warriors. Et dans les titres de son ouvrage, l'ambassadeur indique qui a été trahi, mais n'explique pas qui était le traiteur. Mais dans les textes, il constate que, je cite, « Bien que les responsables du destin tragique de la Pologne sont les gouvernements hitlériens et soviétiques, néanmoins les États-Unis et la Grande-Bretagne ne peuvent pas nier leur participation dans cette tragédie de trahison. » Fin de citation. Ce fut un jugement sans équivoque. Cependant, cette phrase signifie que non seulement les anglo-saxons étaient les traîtres, mais également Staline et Hitler. Or, à mon avis, dans le cas de ces dernières, ce ne sont pas les termes adéquats. Ils n'étaient pas ni des alliés, ni des amis de la Pologne. Donc, le fait qu'ils ont attaqué ne peut pas être considéré comme une trahison. C'était tout simplement la violation des traités bilatéraux et avec la Pologne et les normes de droit international. Je ne voudrais pas entrer dans un débat sémantique sur les trahisons. Cependant, je vais rappeler que dans le cas de la trahison, il y a trois parties. Non seulement un traître, elle est traitée, elle est trahie, mais aussi la troisième partie, celle qui profite de la trahison. Bien entendu, ce n'est pas Bliss Lane qui a inventé en 1948 le terme de la Pologne trahie. Déjà avant la conférence de Yalta, circulait dans l'opinion publique polonaise, autant dans les pays occupés que parmi les émigrés, les doutes concernant l'honnêteté et la bonne volonté des alliés occidentaux. Dans son discours lors du 5e anniversaire du commencement de la guerre, le commandant suprême de l'armée polonaise, s'adressant aux alliés, avertissait contre, je cite, la passivité, indifférence ou les froids calculs qui tacheraient la conscience du monde par la pêche de la terrible injustice. Pendant l'insurrection de Varsovie, un des jeunes poètes écrivait « Le combat pour la mort ou la vie, le combat pour l'honneur et la survie. Et vous, de l'autre côté de la mer, ô Angleterre, n'as-tu pas honte ?» Parmi les décisions prises par les Troïkas à Yalta, surtout deux étaient
considérait comme les plus injustes la définition de la nouvelle frontière est-polonaise, et aussi que l'acceptation du gouvernement temporaire dominé par les communistes comme la base du futur gouvernement de l'unité nationale. Il n'était pas donc étonnant qu'après la publication de ces nouvelles, les dirigeants polonais, au pays et à l'étranger, se sont exprimés au travers des déclarations relativement fortes. Le journal officiel du 10e corpus du général Anders, qui stationnait en Italie, a écrit, je cite, « En lisant ce tragique communiqué, nous vivons dans les moments peut-être les plus durs de notre vie. L'édifice de nos espoirs et nos croyances tombent en ruine. Nous voyons comme nos idéaux les plus sacrés, pour lesquels les meilleurs fils de la Pologne se faisaient tuer depuis 1939, se font écraser, piétiner brutalement. » Fin de citation. Le gouvernement polonais a publié une déclaration un peu plus mesurée dans son ton. Il a notamment déclaré que la décision prise à l'État, je cite, sont non seulement contre les principes élémentaires qui s'imposent entre les alliés, mais aussi en plus prouvent l'abandon de l'esprit de la Charte d'Atlantique, ainsi que celui du droit de chaque nation de défendre ses intérêts. Fin de la citation. Les dirigeants de l'État clandestin, agissant toujours dans la conspiration, mais déjà sur les terrains occupés par l'armée rouge, ont écrit un décret spécial que, je cite, « La décision prise sans accord ni participation de l'État polonais, même avant de punir l'Allemagne, impose à la Pologne, le pays qui a été premier à combattre le nazisme, encore plus de lourdes et douloureuses victimes. » Dans la presse de l'émigration polonaise, on parie des dizaines de déclarations dans un ton dramatique, émotionnel et parfois, ce qui est compréhensible, d'après moi, à la limite de hystérie. La malédiction de Yalta, la constitution d'esclavage polonaise, pêche originale de l'ordre mondial actuel basé sur la peur et l'esclavage, lourde injustice pour la peuple polonaise, l'abandon d'un allié fidèle, la déportation du peuple polonais de l'Europe vers l'Asie, Fatum de Yalta, condamnation, vendu à Yalta, la Pologne privée de son indépendance, une coupe entre deux yeux, et finalement, Lady Macbeth se lave les mains. Sans compter des groupes pro-communistes et pro-soviétiques complètement marginaux, seulement 1 millier au sein de l'émigration polonaise, pas nombreuse mais influent, a pris un peu d'autres positions. C'était 1 millier regroupé autour de l'ancien Premier ministre Stanisław Mikołajczyk. Sans affirmer les résolutions de Yalta, il a considéré qu'il faut essayer d'arriver à un compromis avec l'URSS et aussi avec les communistes polonais. D'autre part, il est considéré qu'il faut participer activement dans la vie politique du pays en s'appuyant sur les décisions de Yalta, surtout de, je cite, mener le plus vite possible des élections libres. Mikołajczyk a espéré recevoir l'appui de ses alliés occidentaux, surtout de Churchill, qu'il a personnellement persuadé d'accepter les résolutions de Yalta. Cette soutenance, il attendait pour des questions les plus importantes. La composition du futur gouvernement polonais et la non-ingérence de Moscou dans les affaires intérieures de la Pologne.
ancien Premier ministre, fut condamné par la grande partie de l'émigration polonaise. Mais toutefois, il a décidé de poursuivre de cette voie. Il était soutenu dans cette décision par les dirigeants de l'État clandestin qui ont certes fermement protesté contre la partialité des résolutions de Yalta, mais toutefois ont considéré qu'ils sont obligés de les accepter. Et ont déclaré, je cite, leur volonté d'entente avec les voisins de l'Est. Quelques semaines après la publication de cette déclaration, les signataires se sont rendus à l'invitation des Soviétiques, mais ils furent arrêtés, amenés à Moscou, et à mi-juin, juste au moment des pourparlers pour mettre en place un gouvernement d'unité nationale, on était condamnés dans un procès spectacle. En marque, on peut ajouter que ce procès a eu lieu exactement dans le même palais dans lequel sont tombées les sentences lors des grandes purges de l'année 30. L'état d'esprit des dirigeants clandestins était certainement similaire à celui de la grande majorité des Polonais dans les pays, où bien sûr il n'était pas question d'un débat libre au sujet de Yalta. Publiquement, il était bien entendu uniquement possible de soutenir de façon plus ou moins enthousiaste les décisions prises par les grandes troïkas. Cependant, même les groupes de conspiration qui se battaient encore pendant quelques années n'ont pas condamné ouvertement les puissances occidentales. Pour les gens de la clandestinité, une des raisons de persister dans la résistance était la croyance que cet affrontement entre les Soviétiques et l'Ouest, c'est-à-dire la Troisième Guerre mondiale, peut rétablir l'indépendance de la Pologne. C'est probablement pour ça que dans cette milliers, on écrivait relativement rarement sur les trahisons de Yalta. Il est clair que sous les régimes qui existaient en Pologne, les thèmes aussi sensibles que la conférence de Yalta, son déroulement et ses conséquences étaient gardés sous les clés. Pendant de nombreuses années, ces thèmes ne pouvaient pas être présentés au public que dans une convention selon laquelle l'Union soviétique, comme écrivait encore à la fin des années 80 un des historiens communistes, je cite, « a aidé le peuple polonais dans l'accomplissement de ses exigences, indépendance, le progrès social et développement économique ». Fin de la citation. En Pologne, jusqu'aux les années 80, les débats sur Yalta, aussi que d'autres sujets tabous, étaient principalement limités à des conversations entre les amis et en famille. Ces débats étaient nourris par mémoire et aussi par les émissions de la radio l'Europe libre ou plus rarement par les publications venues clandestinement de l'étranger. Et pourtant, quand le célèbre historien britannique Timothy Garton Ash est arrivé en Pologne vers la fin de l'année 70, il s'est souvent entendu parler des mots magiques Yalta. Et il se demandait alors, est-ce que Yalta voulait dire destin? Il semble toutefois que dans l'opinion polonaise, le problème de Yalta, à l'époque, était vu surtout dans le contexte anti-soviétique que dans le contexte de l'anglo-saxon. Les choses étaient bien sûr différentes à l'étranger. Là-bas, Yalta a été, et la trahison était pendant de nombreuses années
les principaux objets d'analyse et bien souvent prétexte à des jugements moraux donnés par les journalistes, les politiciens et les poètes, bien sûr. Isolement du gouvernement polonais en exil signifiait l'abandon définitif de la Pologne par ses alliés, sa solitude et la poussée vers les camps soviétiques. En d'autres termes, la Pologne fut mise dans la main de Staline, qui était le troisième parti de ce triangle de trahison. Dans la presse des émigrés, le terme Yalta était souvent combiné avec les événements de septembre 1939, quand la France et le Royaume-Uni n'ont pas engagé l'action militaire contre les Allemands. Effectivement, à l'époque, régnait parmi les Polonais un fort sentiment, si ce n'est pas des trahisons, du moins les tricheries. À l'automne 1939, les Allemands ont essayé d'utiliser ces sentiments en colportant les affiches très suggestives et montrant une femme pleurant sur fond de ruines fumantes. Le titre de l'affiche était « Angleterre, voici ton œuvre ». Les mêmes sentiments mitigés furent partagés par les nombreux Polonais quand il est devenu clair que les puissances occidentales ne pouvaient pas, ou ils ne voulaient pas, exiger des Soviétiques l'autorisation d'aider les insurgés de Varsovie en 1944. Ainsi, la trahison de Yalta s'inscrivait dans une séquence des événements depuis 1939. Des événements différents, mais avec les conséquences semblables. D'ailleurs, ce n'est pas entre février 1945 et janvier 1947, cette période peut également être présentée en différentes séquences. D'abord, la conférence de Yalta, quand la Pologne perd la moitié de son territoire, puis la reconnaissance par l'Occident du gouvernement créé à Moscou et accompagné par les procès des véritables dirigeants polonais, et finalement l'acceptation des résultats falsifiés des élections. Ces derniers points signifiaient qu'on a formellement reconnu que toutes les décisions prises des ans plus tôt en Crimée ont été appliquées à la lettre. Lors de la 10e anniversaire du commencement de la guerre, en 1949, un des journalistes polonais a rappelé que pendant les jours les plus difficiles de la bataille d'Angleterre, Churchill, en s'adressant au général Sikorski, a dit « Nous gagnerons ensemble ou nous mourrons ensemble ». Pourtant, les émigrés n'ont pas eu le sentiment d'être dans les camps de gagnants et ont affirmé que la Pologne seule toujours se battre pour indépendance contre tous et contre tout. Ce sentiment fut presque la raison d'être de l'émigration et en plus il s'inscrivit dans les plus puissants mythes polonais datant encore de l'époque romantique, un héros solitaire qui devient une victime. Sans cette croyance, l'existence en exil n'aurait pas de sens et les institutions de l'État en exil seraient devenues superflues. Cette lutte qui menait Polonais est par définition juste, morale, et s'oppose au mauvais acte, c'est-à-dire trahison, mais les mauvais actes portent les fruits empoisonnés. Immoralité mise à jour à Yalta,
qui en plus n'a pas porté les profits aux anglo-saxons, fut considéré par l'émigration comme un suicide politique de l'Occident. Mais il faut constater que l'émigration vivait dans un état de dédoublement, de double thinking, en condamnant ce qui est passé pendant et après la conférence de Crimée. Elle était en même temps consciente que sans les traîtres de Yalta, l'état des choses créé en 1945 ne pourra pas être changé. Certes, les Polonais sont héroïques, courageux, la raison morale est de leur côté, mais ils ne pourront pas vaincre tout seuls la puissance maléfique. Bien entendu, à l'époque, jusqu'au 89, personne n'a pas pris en compte que cette puissance peut se désintégrer toute seule. Ainsi, l'émigration polonaise a soutenu presque sans hésitation l'Occident dans toutes les situations et dans toutes les actions contre Moscou. Le général Anders s'est déclaré plusieurs fois prêt à rassembler une armée. Et à Londres, existait pendant plusieurs années un noyau de l'état-major de l'armée polonaise pour être prête à bataille. Cependant, plus souvent que son soutien aux activités de l'Ouest, Émigration devait exprimer sa déception, car le monde libre hésitait à utiliser sa force et tombait dans un état qui ont associé à l'époque des accords de Munich. Il n'est donc pas surprenant que Yalta fût rappelé lors d'innombrables discours et déclarations, aussi de grands rassemblements. Et Pologne, dans cette opinion, apparaissait toujours comme en 1939, comme, je cite, une victime trahie par l'histoire, abandonnée par ses amis et attaquée par ses ennemis. La question de Yalta est apparue massivement dans l'opinion publique polonaise au pays, avec l'organisation de l'opposition démocratique vers la fin de l'année 70 et en particulier lors de la création de Solidarność. C'était lié à l'afflux de publications venues de l'Occident, augmentation de l'écoute de l'émission radio polonaise de l'étranger et en particulier avec un grand nombre de publications de seconde circulation, c'est-à-dire publications hors des contrôles de la censure. Bien entendu, Yalta avait une forte concurrence, car l'histoire des relations polono-soviétiques ne manquait pas de taches blanches. Toutefois, le 40e anniversaire des discussions de Crimée a donné une occasion unique de rappeler le déroulement de la conférence et ses conséquences. En effet, la publication fut énormément nombreuses. Parmi les autres, dans le deuxième circuit est paru la traduction du livre Bliss Lane. Krystyna Kersten, la plus importante spécialiste polonaise de l'histoire contemporaine à l'époque, a publié dans la deuxième circuit aussi un grand ouvrage, La conférence de Yalta dans la perspective polonaise. Des dizaines d'articles sont parus dans les journaux et magasins. On peut ajouter que aussi à l'Occident, cet anniversaire a été très suivi et l'article de Zbigniew Brzezinski, cité ce matin par professeur Rothfeld, a paru exactement dans le numéro janvier-février 1985, dans une publication américaine. Ce n'est pas une chose incorrecte, je cite, d'utiliser le mot Yalta comme le synonyme
l'abréviation de la trahison de l'Occident. S'écrivait Lech Kołakowski, le gourou intellectuel de l'opposition polonaise. Mais je pense que c'était Jacek Kaczmarski, le barde de l'opposition polonaise et celui de Solidarność, qui allait le plus loin dans cette direction. À l'époque, c'est-à-dire 84-85, il dirigeait sa propre émission dans la radio L'Europe Libre et émit la chanson sous un titre très simple, Yalta. Et cette chanson, ça commence, malheureusement c'est la traduction directe, pas poétique, comme rénovée résidence des tsars. Les domestiques connaissaient leur devoir. Les Tatars furent déportés d'ici, là où le jugement doit tomber sur le monde entier. Les fenêtres voient déjà, les murs entendent, comment les lions toussent avec son cigare, comment grincent les fauteuils roulants avec les démocrates paralysés. Et ils finissent par « N'ayez pas de regrets envers les troïkas ». Les jugements de l'histoire étaient derrière. Chacun protégeait ce qu'il avait déjà. Mais il pourra se tromper. Il n'était pas ni polonais, ni balte. Uniquement, les victimes ne se trompent pas. Les mots de Kaczmarski sont choquants, peut-être, et rendent essentiellement la vérité. Peut-être la vérité poétisée, mais quand même la vérité. Mais, comme l'a écrit Christina Kersten, je cite, « Il ne pouvait pas y avoir une seule et unique politique polonaise. L'émigration a dû défendre les droits et les valeurs morales, puisqu'il n'avait pas possibilité de faire un compromis avec les Staline. Il n'avait pas même les chances, ni Churchill avec son cigare, ni Roosevelt dans son fauteuil roulant, ni encore Mouem Mikołajczyk, bien sûr. En Pologne, au temps du Yalta, uniquement Staline avait en main un réel instrument de pouvoir, c'est-à-dire la force. Staline, qui est dans les triumvirats de Yalta, était César, comme on a chanté Kaczmarski. Mais Kaczmarski n'a pas expliqué qui était Crassus et qui était Pompée. Christina Kersten, comme des dizaines d'historiens américains, britanniques, français et polonais, a essayé de rationaliser de Yalta, de ne pas traiter comme une fatalité et d'analyser d'une façon froide. Cependant, dans la mémoire collective, l'univers des mythes est aussi, ou même encore plus important que les vrais événements. Dans cet univers, les mythes polonais, notre imaginaire martyrologico-héroïque, est un pouvoir puissant. Il est évoqué jusqu'à nos jours par les politiciens de différentes couleurs, par prêtres, poètes et autres moralistes. Je suis sûr que la Pologne sera pour toujours ou pour encore très longtemps un pays qui a été trahi à Yalta, et pas seulement. Merci à votre attention.